Oui, bonjour à tous et bienvenue au cycle de la voix. J'espère que vous m'entendez, que vous me voyez bien. Bienvenue, comme je disais, au cycle de la voix, le webinaire piloté par le Voice Lab et co-organisé avec App Francia. Moi, c'est Consuelo Innocenti, programme manager pour le Voice Lab. Si c'est la première fois que vous participez à un de nos webinaires, sachez que nous les organisons de façon mensuelle et cela sur différentes thématiques, toujours autour du domaine des technologies de la voix et du langage, avec des séances qui sont plus ou moins variées comme typologie. Il y en a certains qui ont été très techniques, d'autres un peu plus business ou fonctionnels. Et aujourd'hui, nous allons vous parler d'IA, émotion et satisfaction client, suite à une étude qui a été publiée récemment et menée par la société Bad Voice. Il s'agit d'une étude qui compare la satisfaction client aux émotions détectées par une IA. Donc, je vais vous présenter nos intervenants de la journée, que je remercie d'ailleurs d'être là avec nous. Merci tout le monde. Alors, je commence par Mohamed Chetoni. Salut Mohamed, bonjour. Merci d'être là. Mohamed, qui a une double casquette, il est professeur à la Sorbonne, mais aussi directeur scientifique chez Bad Voice. Salut Mohamed, bienvenue. Co-auteur de l'article avec Eric Bolo. Eric, qui n'est pas à nouveau sur le plateau du cycle de la voix parce qu'il a déjà pu modérer ou intervenir dans d'autres séances. Eric, qui est... Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue. Eric, tu es CTO et cofondateur de Bad Voice. Donc, c'est toi aussi avec Mohamed qui va nous parler de cette étude. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Vanessa Klein du groupe partenaire de Bad Voice, le groupe Pierre et Vacances Center Parks. Bienvenue Vanessa. Bonjour à tous. Merci. Vanessa qui est Customer Experience et Social Room Manager Europe. Bienvenue. Qui est accompagnée par Sephora Crico, toujours du groupe Pierre et Vacances Center Parks. Vanessa qui est Manager Quality Monitoring pour le marché France. Salut Vanessa. Salut Sephora. Bonjour à tous. Alors, et enfin, je vais vous présenter ici Samer Nasreddine, que j'ai gardé pour la fin parce que je vais bientôt lui laisser la parole. Donc, Samer qui est VP Sales chez Bad Voice. Salut Samer, tu es là? Bonjour Consuelo et bonjour à tous et à toutes. Oui, pour rappel, vous avez un onglet dédié aux questions. Donc, si vous avez des questions tout au long du webinaire, n'hésitez pas à utiliser cet onglet-là qui est bien fonctionnel et que sera bien utilisé par moi et Samer, soit en cours de séance, soit vers la fin. Donc, ça sera en fonction un peu du temps que nous avons à disposition. Et vous avez aussi une messagerie, voilà, si vous souhaitez laisser des commentaires. Donc, je laisse la parole à Samer qui va vous donner plus de contexte par rapport au sujet d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup Consuelo pour cette introduction et bienvenue à tous et à toutes. Bien, donc allons dans le vif du sujet. Effectivement, aujourd'hui, nous allons parler IA et c'est vrai qu'actuellement, il ne se passe pas un jour sans que vous n'entendiez parler d'IA autour de vous dans le cadre personnel ou professionnel. Et je ne citerai pas les chats GPT et autres Bard et autres solutions qui pullulent sur le marché. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'accélération de l'émergence d'outils basés sur l'IA est de plus en plus palpable dans notre quotidien, ça c'est certain. Et qu'au-delà des débats philosophiques sur le rapport homme-machine, je pense qu'il faut voir l'IA comme un puissant outil capable d'aider les entreprises ou les personnes dans la réalisation de tâches plus ou moins complexes. C'est ainsi, en tout cas, que les choses sont vues aujourd'hui par les professionnels dont nous faisons partie et dont les personnes qui sont autour de la table font également partie. Aujourd'hui, précisément, nous allons donc aborder le domaine du speech analytics qui s'attache donc à étudier la voix et les émotions associées. Et nous allons aborder ça avec, c'est un exercice que l'on va avoir qui va être délicat, mais qu'on va bien évidemment tâcher de mener à bien avec vous aujourd'hui. Cet exercice, effectivement, est délicat. Pourquoi? Parce qu'on va l'aborder d'un point de vue technologique et scientifique, mais également d'un point de vue cas d'usage. Donc, la partie étude scientifique qui va analyser le lien entre émotion et satisfaction client
pour laquelle Mohamed et Eric, qui sont ici présents, sont les deux principaux contributeurs et qui ont donc participé à cette publication scientifique, et ils vont nous en parler dans quelques secondes. Et puis le cas d'usage client, ça sera bien évidemment plus avec nos amis de Pierre et Vacances, Vanessa et Sephora, du groupe donc Pierre et Vacances Center Park, qui vont apporter leur témoignage sur l'usage de l'IA au jour le jour et ce qu'elle leur apporte, et ce qu'elle leur apporte depuis quelques années dans leur travail quotidien et dans la performance qu'elles peuvent en tirer. Voilà, donc nous allons commencer par l'étude scientifique, et donc c'est Eric qui va commencer et qui va nous parler un petit peu de cette étude qui a été réalisée et qui va nous en parler assez rapidement en nous décrivant peut-être les grandes lignes pour commencer. Mon cher Eric, je te donne la parole. Merci. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, pour ma part. Ok. Single window. Je partage mon écran. Excusez-moi du délai. Vas-y, pas de problème. Voilà, super. Vous voyez? Parfait. Bon, déjà, bonjour à tous, bienvenue et merci d'être là. Donc là, c'est le titre, alors intraduisible, je pense. Enfin, c'est difficile de trouver un équivalent français, mais quietly angry, donc en colère silencieusement, et loudly happy, bruyamment heureux. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Vous allez voir exactement. Le contenu de l'étude, c'est une étude essentiellement descriptive qui compare les notes de satisfaction auto-reportées, self-reported, je ne sais pas si on dit auto-reporté, à la fin de l'appel, avec des émotions détectées automatiquement tout au long de l'appel. Et on va en fait comparer deux choses. Mais avant de rentrer dans les détails, déjà, qu'est-ce que c'est que la CSAT, la Customer Satisfaction? Alors, excusez-moi, c'est une note qui est donnée par une partie des appelants, c'est important ça, et qui est évidemment très utile à des fins de suivi et pour donner une vision globale du niveau de service et de la satisfaction des clients. Mais le taux de réponse est le plus souvent largement inférieur à 100%. Dans notre étude qui comprenait 160 000 appels à peu près, on était à 23%. Et la CSAT, c'est une note synthétique, hein, c'est de 0 à 10, qui ne peut pas décrire des événements ou des trajectoires durant l'appel, ni donner des détails sur les raisons de la satisfaction ou l'insatisfaction, le cas échéant. D'où l'intérêt des méthodes automatiques, et en particulier de l'IA. Alors j'essaie de... Bon, ça bug un peu. Ok, voilà, l'analyse automatique analyse tous les appels, et elle permet une analyse dynamique, locution, enfin tour de parole par tour de parole, voire mot par mot. Donc on peut avoir des informations très précises temporellement. Encore faut-il qu'elles soient correctes, hein, il faut que les détecteurs marchent correctement. Donc, je passe aux objectifs de l'étude. Ce qu'on voulait faire ici, ce n'était pas de prédire la CSAT comme d'autres travaux ont tenté de le faire. C'est plus en amont. On voulait comparer la CSAT et le taux de réponse de la CSAT avec des émotions qui sont détectées automatiquement sur un jeu d'appel réel. Donc là, on parlait, comme je disais, de à peu près 160 000 appels entrants. Donc, c'est des appels de service. La première question qu'on se pose, les émotions positives sont-elles bien associées à une satisfaction élevée? Les émotions négatives sont-elles bien associées à une satisfaction plus basse? A priori, c'est ce à quoi on s'attendrait. Quels sont les liens entre les émotions détectées et le taux de réponse? Et qu'est-ce que ça peut nous dire sur le biais induit par un taux de réponse inférieur à 100%? Si on a un taux de réponse inférieur à 100%, ça veut dire que notre échantillon est biaisé. Ou en tout cas est très probablement biaisé et très probablement non représentatif de la population des clients dans leur ensemble. Donc est-ce que certaines émotions sont sur- ou sous-représentées?
Et la dernière question qui se rapporte à ce que je disais au niveau de détail que permet l'analyse automatique, et notamment du détail temporel, est-ce que la dynamique émotionnelle détectée automatiquement, hein, ceci étant dit, de l'appel est-elle liée à la satisfaction déclarée? Et quels sont ces liens éventuels? Donc en résumé, effectivement, et là tu avances sur le prochain slide, c'est l'émotion qui est le point de départ pour pouvoir voir si effectivement il y a un lien entre cette émotion et la satisfaction du client, sachant que pour expliquer peut-être aux personnes qui sont là, l'émotion, elle est détectée de manière automatique par l'IA. C'est bien le sujet. C'est bien ça. Elle est détectée de manière automatique par l'IA et dans nos chaînes de traitement, dans la quasi-totalité des cas, les algorithmes qui sont divers, en fait, on a une famille d'algorithmes et on va choisir certains selon les contextes, selon la quantité de données, la qualité de données disponibles. Donc ces modèles varient, mais ce qu'ils ont en commun, c'est de prendre en entrée deux choses. Le contenu linguistique, donc on retranscrit le contenu linguistique avec un algorithme de reconnaissance vocale. Et ensuite, on analyse le contenu linguistique, mais aussi le contenu acoustique. Par exemple, les variations de volume, les variations de la fréquence fondamentale, les caractéristiques formelles ou structurelles du spectre, ce genre de choses, qu'on va pouvoir convertir en features, en chiffres. Et on utilise les deux. Et les deux sont complémentaires. Par exemple, le volume, l'intonation, ce genre de choses donne une couleur supplémentaire alors qu'avec le texte seul, qu'on ne pourrait pas forcément détecter avec le texte seul. Et l'inverse est également vrai. Donc il y a une complémentarité entre les deux qu'on observe. Très clair. On pourra peut-être y revenir un peu plus tard, mais donc du coup, l'émotion. Alors vas-y. Voilà, l'émotion. Donc qu'est-ce que c'est que l'émotion? Eh bien en fait, personne ne sait vraiment. Mais en détail, je vais expliquer pourquoi. L'apprentissage automatique de la reconnaissance des émotions repose sur des modèles, des théories issues de la psychologie et des neurosciences. Par exemple, il y a les émotions de base d'Ekman, qui sont probablement ce que la plupart d'entre nous imaginent comme étant des émotions. C'est-à-dire, on imagine des émotions comme des catégories discrètes. Il y a la colère, d'une part, il y a la tristesse, d'autre part, il y a l'anxiété, d'autre part. Et ces émotions sont distinctes et sont clairement distinctes et séparables. Il y a d'autres approches, notamment des approches dimensionnelles qui sont issues d'études factorielles, donc statistiques, et qui essayent de dégager des dimensions orthogonales de l'émotion. Et le modèle qui est dominant avec cette approche dimensionnelle, et le plus simple aussi, c'est le modèle circomplexe, qui va en fait modéliser l'émotion selon deux axes. Il y a un axe qui est la valence. Est-ce que c'est une émotion positive? On parle aussi d'agrément intrinsèque. Est-ce que c'est une émotion positive ou négative, agréable ou désagréable? Et puis, il y a le niveau d'excitation du système nerveux, le rythme cardiaque, etc. Donc, pour vous donner un exemple, par exemple, la tristesse, il y aura une valence très fortement négative et une arousal, une excitation assez faible. Alors que la colère, on serait plutôt en haut à gauche du cadran avec une valence très négative et un arousal élevé. Il y a également, et là, il ne s'agit pas de vous présenter, c'est très complexe, toutes les différentes théories de l'émotion, juste d'en donner quelques exemples. Il y a la théorie de l'évaluation cognitive de l'émotion, qui, elle, modélise l'émotion comme une séquence précise d'événements et donne une place primordiale à la cognition et à la compréhension de la situation qui va colorer l'émotion dans telle ou telle direction. Donc, ce que je disais tout à l'heure, que personne ne sait exactement ce que c'est l'émotion, en fait, on a tous une idée, mais il n'y a pas de consensus scientifique sur la définition des émotions aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas du tout de quoi on parle. Et en particulier, la plupart des chercheurs partagent les distinctions suivantes. Donc, contrairement à l'humeur, l'émotion, c'est un événement de courte durée. Les émotions ne sont pas la même chose que les sensations. Les émotions entretiennent des relations causales avec le tempérament, la personnalité, mais ne sont pas la même chose. Ce n'est pas non plus un jugement.
Par exemple, quand vous demandez à un client s'il est satisfait, on lui demande d'émettre un jugement. Donc on peut dès à présent dire que la satisfaction ne peut pas être confondue avec l'émotion. La question, c'est plutôt quels sont les liens entre les deux. Est-ce que ça va, le rythme, sa mère, pour l'instant? Oui, c'est très bien. Là, tu as, je pense que bien présenté. Justement, là, ce slide est celui qui vient vous montrer intéressant sur quelque chose d'un peu plus, on va dire, expressif, c'est le cas de dire, Oui. des émotions. Et donc, Bah voilà, cette première slide, c'est l'approche catégorique ou catégorielle des émotions. C'est l'idée que une émotion est bien définie, donc il y a la colère, il y a le dégoût, etc. Et il y a un ensemble fini. Ekman en a défini 6, et c'est la théorie catégorielle ou l'approche catégorielle la plus connue. Mais vous voyez que c'est un mode de pensée très naturel et très ancien, comme l'illustre cette belle gravure. L'approche plus dimensionnelle, je vais peut-être pas trop parler de la roue de Plutchik parce que je veux pas non plus trop m'attarder, puis je veux m'assurer que Mohamed, Sephora, Vanessa ont le temps de parler. Ouais, bien sûr. Donc dans le modèle circomplexe, là vous voyez, on a deux axes, les deux axes dont je parlais. Donc l'axe horizontal qui est la valence, l'agrément intrinsèque, positif, négatif, et l'arousal. Donc vous voyez que, comme je disais, la colère est en haut à gauche. Mais en fait, c'est un peu trompeur, ces labels, parce qu'on pourrait aussi mettre en haut à gauche la panique. La panique, il y aurait un très fort niveau d'excitation du système nerveux, et c'est très fortement désagréable d'être en panique. Et donc, il n'y a pas de, je vais utiliser un terme barbare, mais il n'y a pas de bijection entre les régions de ce plan et les émotions basiques d'Ekman, par exemple. Donc, il s'agit vraiment de deux modèles distincts. Et justement, donc là, on en vient à la méthode de détection, ce qui peut aussi intéressant. Voilà. En pratique, donc en théorie, ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas vraiment de consensus. Mais en pratique, aujourd'hui, en tout cas avec l'état actuel des connaissances, rien ne nous interdit de combiner plusieurs théories de l'émotion. Et c'est effectivement ce qu'on fait en pratique et dans notre étude. Je précise tout de suite que d'un point de vue technique, ce qu'on a fait dans l'étude est un petit peu différent de ce qu'on fait en production, parce qu'on voulait notamment un système qui soit le plus reproduisible possible, donc en utilisant plutôt des approches relativement simples et open source, dans la mesure du possible. Donc là, on utilise dans cette étude deux approches, l'approche dimensionnelle et l'approche catégorielle. L'approche dimensionnelle pour aborder la valence, donc c'est en gros, est-ce qu'il s'agit d'une émotion agréable, désagréable, et l'approche catégorielle pour détecter la colère. Vous allez me dire pourquoi la colère? Alors, une des raisons, c'est qu'il y a une littérature existante assez riche sur la colère, et notamment la colère dans les call centers. Il y a des enjeux ROI évidents, donc l'impact d'un client en colère sur la réputation d'une entreprise peut être massif, et également avec la valence, alors que l'excitation peut être négative ou positive. Donc on voulait se concentrer sur ces deux aspects, en gardant à l'esprit que dans notre R&D et en production, on a parfois d'autres cibles, d'autres labels cibles. J'aime bien ton discours là quand tu dis on a de la littérature sur la colère dans les call centers. Ouais, ça doit parler peut-être à certaines personnes dans l'audience, mais c'est vrai que c'est assez intéressant comme dynamique. Et d'y avoir travaillé maintenant plusieurs années, on voit que bon, déjà les Français savent se mettre en colère, mais ça je pense personne n'en doutait. Et d'autre part, ça change beaucoup en fait selon les domaines. Donc par exemple, si on parle du tourisme, en général, on va avoir un taux de colère assez faible en fait. Mais dans d'autres cas, évidemment, si on est dans de la réclamation ou du recouvrement, là, on peut avoir des taux de colère très élevés. Donc ça change beaucoup d'un domaine à l'autre. Très bien. Alors là, tu vas passer sur quelque chose d'un peu plus technique. Donc on va essayer de... Oui, en même temps, j'ai un peu déjà dit. Donc déjà, on combine le contenu linguistique et acoustique. En pratique, dans la R&D comme en prod, on sélectionne parmi une librairie de techniques, parmi lesquelles certaines sont propriétaires, qu'on a construites. Et les différences majeures entre ces techniques, sans rentrer trop dans les détails, mais si
dans l'audience, vous avez des questions, on peut tout à fait y répondre dans la partie Q&A. Donc, les différences majeures entre ces techniques se rapportent d'une part à l'architecture utilisée. Est-ce qu'on utilise des modèles neuronaux ou pas, des approches de machine learning classiques alternativement? Parmi ces approches de machine learning, est-ce que c'est des approches statistiques ou non statistiques? Je veux dire statistiquement fondées ou non statistiquement fondées, des modèles même déterministes, voire logiques. Et il y a la manière aussi dont les contenus linguistiques et acoustiques sont combinés. Donc, quasiment dans toutes nos pipelines, défaut d'un meilleur mot, on utilise les deux contenus. Mais il y a plusieurs manières de les fusionner. On peut les fusionner précocement. Donc, ça, ce sera typiquement dans des architectures de type attentionnel ou récurrente. On va fusionner et aligner temporellement des indicateurs linguistiques et acoustiques à un très haut niveau de résolution temporelle. Ou bien on peut fusionner les features, donc les caractéristiques numériques plus tard, ou même développer deux modèles séparés et puis faire un vote pondéré, ce qu'on a fait d'ailleurs dans cette étude. Et donc je disais, il y a aussi voilà, l'alignement temporel. Là, je vois qu'il y a un petit doublon. Donc, dans le cadre de cette étude, nous avons choisi une méthode simple, donc reposant principalement sur des technologies non propriétaires à l'exception de la reconnaissance vocale, donc assez aisément transposable, reproductible. Donc, pour le contenu acoustique, on fait une extraction synthétique, c'est-à-dire que quelle que soit la durée Alors, on classifie des tours de parole, mais quelle que soit la durée de ces tours de parole varie. Quelle que soit la durée de ces tours de parole, l'extracteur va extraire un vecteur de taille fixe. Donc un certain nombre de chiffres. Et également la même chose pour le contenu linguistique. On va avoir donc c'est des méthodes assez brutales et assez simples, mais qui peuvent être efficaces. Le modèle, c'est un modèle classique de machine learning, régression logistique. Donc, c'est un séparateur linéaire pour chaque modalité. Donc, c'est-à-dire le contenu acoustique d'un côté, le contenu linguistique de l'autre. Et après, on fait un vote pondéré. Et les poids qu'on donne à chaque modèle sont eux-mêmes appris pendant l'entraînement. Et la notation des émotions a été réalisée via Labelit. Donc, on a fait un webinaire il y a l'année dernière, même deux peut-être, sur notre solution en source libre de Labelit, que je vous encourage à regarder si vous êtes curieux ou vous avez des besoins d'annotation. C'est un résumé graphique. Pour ceux qui ne sont pas du domaine ou technique, etc., et ne comprennent pas ce que c'est un n-gram TF-IDF, c'est pas grave, mais je me ferai un plaisir de vous expliquer si vous êtes curieux. En tout cas, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, c'est juste pour donner une idée globale. On a donc, comme je disais, un modèle acoustique, un modèle linguistique, un vote pondéré où les pondérations sont apprises, ce qui nous donne notre prédiction finale. Est-ce que je vous ai perdu ou est-ce que ça va? J'ai l'impression que tout le monde est encore là, donc c'est bien, c'est une bonne chose. Okay. Merci en tout cas, Eric, c'est bien complet. On voit bien la complexité effectivement du modèle et de l'ambivalence entre la voix et les émotions. Là, ce qu'on va vous proposer, c'est un petit sondage auquel vous allez pouvoir répondre pour qu'on ait un peu votre avis sur, parmi les répondants, donc effectivement sur les 160 000 répondants, à la CSAT, les clients en colère sont-ils plutôt fidèlement représentés? Pardon, les répondants ne sont pas 160 000, c'est 23%. Les répondants, excuse-moi, tu as raison, les répondants à la CSAT sont plutôt fidèlement représentés quand ils sont en colère ou sous-représentés quand ils sont en colère. Et donc, ça, on aimerait bien avoir votre avis. Et puis, sur-représentés. Ou sur-représentés, exactement, puisqu'il y a les trois réponses sont possibles. Donc, je vous laisse répondre. Et puis, une fois que vous avez voté, on va pouvoir voir le résultat s'afficher en live. Il est en train de s'afficher d'ailleurs. On a c'est le sous-représenté qui prend la tête. J'ai l'impression d'être en train de commenter le tiercé à l'époque de Léon Zitrone. Voilà, 56% pour les sous-représentés. Consuelo, on a pas mal de réponses. Je pense qu'on peut. Ah non, c'est encore en train de bouger.
Tout le monde n'a pas répondu encore. On vous laisse encore quelques secondes avant de donner la parole à Mohamed pour qu'il puisse nous présenter justement les résultats de l'étude. Voilà, ça fait 55%. Pardon? Ok. Je stoppe. Ouais, je pense qu'on est bien. Donc, voilà, on a 55% parmi vous, parmi les répondants, qui estiment qu'effectivement, ils sont sous-représentés lorsqu'ils sont en colère. 33% qui sont surreprésentés et 11% pensent que c'est fidèlement représenté. Bien, alors maintenant qu'on a votre feedback, on va essayer de lier ça avec les résultats d'analyse. Peut-être que Eric, tu peux repasser tes slides pour que Mohamed puisse prendre la parole, voilà, et passer au Je laisse Mohamed prendre la parole. Par contre, je reprends les slides. Donc, on passe au résultat. Je t'en prie, Mohamed. Parfait. Parfait, merci. Merci pour la transition. Donc, en fait, c'est intéressant de parler d'émotions et de CISAT. Je vois dans les participants, j'ai reconnu pas mal de collègues, soit académiques, soit pas académiques. Comme l'a dit, moi, je suis à la fois académique, mais aussi je travaille pour Bad Boss. Et en fait, c'est intéressant ces sujets-là parce que là, on a des cas où on va exploiter les émotions et souvent dans le domaine on se pose la question de qu'est-ce qu'on va en faire et comme on l'a vu, le CISAT c'est finalement à la fin de l'appel. Par contre, les émotions, c'est et comme l'a montré Eric, on le détecte pendant tout l'appel et on est évidemment pendant tout l'appel, on n'a pas forcément la même émotion. Et donc là, c'est ce qu'on retrouve. Déjà, on a déjà juste regardé avec nos modèles, bon, le CISAT moyen, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand les gens répondent. Et en fait, il y a déjà 93% des gens qui sont plus ou moins, enfin, ceux qui sont satisfaits. On a le CISAT quand on prend rien du tout sur l'émotion. De 9.3 quoi. Voilà, c'est-à-dire finalement on a plutôt un taux de réponse assez important. Mais maintenant, quand on regarde ça avec, j'allais dire, un prisme d'émotion, donc là, on voit bien que, et ça on pourrait s'y attendre, que la valence positive, donc des émotions qui sont positives, et bien évidemment valence positive, ça regroupe énormément de types d'émotions, mais globalement sont positives. On se rend compte que les gens qui ont des émotions positives ou une valence positive, ils répondent déjà beaucoup plus que et c'est intéressant parce que en regardant le prisme de l'émotion, on a déjà ce résultat. Et quand on regarde maintenant un prisme qui est plus sur une dimension, mais qui est sur une émotion bien spécifique, qui est sur la colère, c'était les fameux 69%. Et là, c'est beaucoup plus bas en fait. On voit bien que évidemment, ils sont sous-représentés dans les CISAT. Juste après, vous alors avez attends, aussi parce que là, Mohamed, tu parles de sous-représenté, mais on n'a pas encore parlé du taux de réponse. on avait uniquement dans les émotions. La CISAT, ouais. Donc là, on a l'attribution des scores et je passe au taux de réponse. Ouais. Et quand on regarde maintenant le taux de réponse des personnes, donc le taux de réponse, c'est ceux qui répondent, nos fameux répondants, on a un taux de réponse qui est global de 23%, et on a dans les personnes qui répondent le plus, donc 33%, et ces scores-là, on les a testés, enfin vous pouvez regarder après sur le papier, on a regardé de manière significative, on vous montrera peut-être après les chiffres pour que vous vous rendiez compte du nombre d'appels qu'on a, parce que ça c'est un point qui est important, on a énormément d'appels, donc les quelques pourcents c'est énorme, et ceux qui ont la colère, ils répondent moins déjà au CISAT avec 20%, et en fait cet écart là il est clairement significatif. Donc comme tu vois, Samer, toi qui prédisais, toi je pense que tu avais l'a priori inverse de la majorité des 55%. Exactement. Et plutôt avec les 33%. Et je suis assez surpris de voir que dans la réponse qu'on a eue aujourd'hui, la plupart des personnes ont répondu qu'effectivement, ils seraient sous-représentés. Alors que, généralement, on se dit, et les réseaux sociaux sont plutôt l'image de cela d'ailleurs, c'est-à-dire qu'un client mécontent fait plus de dégâts et parle plus de son expérience qu'un client content. Alors là, on n'est pas en train de parler de son expérience, mais en tout cas de la remontée qu'il fait auprès de la marque de son expérience qui est négative. Et donc, il ne le dit pas toujours.
Donc, c'est plutôt, effectivement, ça peut être un danger, du coup, pour la marque. Il le dit pas toujours, ou on lui propose pas toujours. Parce que, en fait, on n'en sait rien, en fait. Ça, c'est un détail qui est explicité dans la publication et qu'on a soigneusement évité de mettre dans la question parce que dans le sondage, effectivement, il y a deux facteurs qui rentrent en jeu. Est-ce que le conseiller va proposer le questionnaire, d'une part, et ensuite, si oui, est-ce que le client va y répondre? Et dans notre jeu de données, on n'était pas en mesure de différencier les deux scénarios. Donc, on est simplement en mesure de dire est-ce que l'échantillon est représentatif ou non. Et clairement, en tout cas du point de vue de l'émotion, il ne l'est pas. Et ce qu'on observe, c'est que les émotions positives sont surreprésentées, les émotions négatives sont sous-représentées. On a d'ailleurs des chiffres similaires, ou en tout cas qui sont concordants pour la valence négative. Ensuite, on a regardé, donc ça vous donne un peu aussi une idée de nos appels. Et ce qu'on a regardé ensuite, peut-être juste, excuse-moi Mohamed, là ce qu'on voit très brièvement, c'est que donc en jaune, vous avez des appels où on a détecté de la valence positive sur un ou plusieurs tours de parole du client. Et on voit que l'émotion positive, elle est largement surreprésentée par rapport aux appels qui n'ont pas de note CSAT. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé aussi des trajectoires émotionnelles. Donc, pour ça, en fait, ce qu'on a typiquement fait, c'est on a des appels qui auront des durées très différentes, de quelques minutes à parfois peut-être pas des heures, mais pas loin d'une heure pour certains. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a en gros regardé le début et la fin des appels en normalisant les durées, et on a essayé de regarder qu'est-ce qui se passe quand finalement les trajectoires émotionnelles, et notamment là où on vous montre le résultat sur la colère, mais dans le papier vous avez la même chose pour les autres émotions. On se rend compte que ce qu'on appelle des trajectoires descendantes, c'est-à-dire on est plus en colère au début de l'appel qu'à la fin de l'appel. Là cette fois-ci, on a un CSAT moyen qui est de 84%. Ça veut dire que finalement on est quand même satisfait. Vous vous rappelez, c'était 93% avant. Et on répond en fait quand même beaucoup plus avec 38%. Maintenant, plus que la moyenne, mais pas seulement plus que les appels avec colère, c'est plus que la moyenne. La moyenne est de 23%, donc là on est à 38%. Et tous ces chiffres-là, on les afficherait pas s'il n'y avait pas des tests derrière. Il s'agit de différences significatives. Et quand on regarde maintenant les trajectoires ascendantes, c'est-à-dire l'autre sens, c'est-à-dire moins d'émotions, moins de segments de colère au début et plus de colère à la fin, là, évidemment, le taux de réponse il est plus bas et plus bas que la moyenne, et surtout le CSAT il est de 55%. Et le CSAT on l'obtient encore une fois. Il faut faire attention, là on l'obtient que dans ceux qui répondent. Donc les 16%, c'est que dans ceux qui répondent. Donc on peut imaginer que là, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, à ce que ceux qui sont en colère répondent pas, en fait, voilà, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire ceux qui sont en colère, à la fin surtout de l'appel, ne répondent pas. Et ceux qui répondent, c'est aussi voilà. La temporalité de l'émotion est pertinente. L'émotion ne se confond pas à la CSAT, mais elle est corrélée ou associée. Par contre, ce qu'on voit, c'est que quand est-ce que l'émotion apparaît semble avoir une forte incidence. Et on pourra en parler tout à l'heure avec Vanessa et Sephora, justement, dans la vraie vie, comment ça se passe. Parce que l'idée, c'est ça, c'est de voir comment est-ce qu'on pourrait trouver une corrélation entre l'étude et ce qui se passe vraiment dans la vraie vie. On va en parler juste après. Et là, on a justement cette vision par prisme d'émotion. Donc, quand on dit all calls, ça veut dire tous les appels sans prisme émotionnel, c'est-à-dire qu'on filtre pas les appels. Et donc là, on voit la distribution. Il y a une 9, vous vous rappelez, 9, ça veut dire on est très content, et 0, on n'est pas content. Donc, il y a une très très grande majorité de gens qui sont contents. Même 7, 8, 9, on considère déjà que, même 6, 7, 8, 9, on considère qu'on est déjà très satisfait. Et c'est vrai pour les émotions, la valence positive. C'est un tout petit peu moins vrai quand on prend une valence sans les appels sans émotion positive, mais c'est très clair quand on prend les appels avec la colère. Quand on prend l'appel à colère, on voit bien que
en fait, le CSAT à 0, il est cette fois-ci très représenté. C'est-à-dire que quand les gens y répondent et qu'ils sont en colère, ils le disent, ils peuvent l'exprimer quand même. C'est-à-dire qu'ils vont quand même l'exprimer. Ils vont répondre et exprimer. Sachant que voilà, c'est à prendre en compte que le fait qu'il y a toujours ce biais de réponse et que quand ils répondent évidemment différemment parce qu'ils sont quand même en colère et ils l'expriment. Voilà un peu nos résultats. Tu veux dire deux mots peut-être, Eric? Oui, là, je peux passer. De toute façon, je pense que là, Vanessa et Sephora pourront nous en dire plus. Là, c'est juste pour vous montrer un petit peu en production, qu'est-ce qu'on fait des émotions, etc. Et en fait, on utilise des émotions comme une parmi plusieurs autres analyses qui peuvent ou non utiliser de l'IA. Ça peut être de la détection de mots-clés qui n'utilise pas de l'IA. Ça peut être du machine learning, de la classification, la détection de motifs d'appel, des items de conformité de qualité, ce genre de choses, et qu'on va corréler avec la colère. Là, c'est une illustration, on corrèle en fait. Alors, vous voyez que le taux là de colère est vraiment très très faible. C'est ce qui n'est pas toujours le cas. En jaune, vous avez ce qu'on appelle les irritants et vous avez juste le chiffre en vert de nombre d'appels où on a détecté des émotions positives. Et le graphique montre la proportion dans chaque, ce qu'on appelle des topics, des thèmes, de chaque, entre guillemets, émotion. Voilà, mais je pense ça conclut notre présentation technique. Merci. Je vais arrêter de partager mon écran. Super, merci beaucoup Eric et Mohamed. C'est effectivement très clair. Alors il y a des questions qui commencent déjà à se poser dans le chat et j'en aurai une que je poserai tout à l'heure à Vanessa et Sephora, posée dans le chat par Alexandre notamment. Mais on va commencer effectivement déjà par présenter Vanessa et Sephora. On va commencer par toi, Vanessa. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire quel est ton rôle au sein du groupe Pierre et Vacances Center Parcs? Bien sûr, Samer. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, j'ai rejoint l'aventure Center Parcs Pierre et Vacances en 2017. En tant que responsable de l'expérience client sur l'ensemble des call centers Europe. Et donc, je travaille avec Sephora. Bonjour à tous. Donc, je suis Sephora, je travaille au sein du groupe depuis maintenant 5 ans. Pierre et Vacances Center Parcs, bien sûr. Et mon rôle consiste à m'assurer que le parcours client soit le plus fluide possible sur l'ensemble de nos canaux de communication. C'est tout. Est-ce que je peux me permettre d'ajouter quelque chose, Vanessa et Sephora? Vas-y. C'est que vous avez énormément contribué, vous avez été co-constructrice de la solution Bad Voice aussi. Voilà, tenez à le dire. Oui, bien sûr, et on va y venir tout à l'heure justement. Merci de le repréciser, Eric. C'est un sujet important dans la co-construction parce que effectivement, Bad Voice travaille beaucoup dans cet échange et en partenariat avec les clients et Pierre et Vacances est le premier de tous. Alors, justement, on a une question dans le chat, même si on a un cadre dans lequel on va dérouler, mais on peut peut-être commencer par cette question parce que c'est encore frais dans les mémoires de tout le monde. Une des questions, c'est est-ce qu'il vaut mieux, dans ces cas-là, passer les infos déclenchant de la colère du client en début d'entretien, eu égard à ce qu'a dit tout à l'heure Mohamed par rapport aux trajectoires ascendantes et descendantes, c'est-à-dire que si on a des sujets qui fâchent, en gros, il faut mieux commencer par ce qui fâche et comme ça, on peut rattraper le client et il finit satisfait. Je peux, si tu veux, Mohamed, je peux essayer une réponse. Alors, attends, je voulais poser la question à Vanessa. Oui, pardon. Bien sûr. La vie, hein, Eric. C'est pas exclusif, hein, mais. C'est juste que, voilà, en principe, on peut pas répondre. En tout cas, scientifiquement, avec les résultats qu'on a, on peut pas répondre parce que là, on parle de relations causales et de contrefactuelles. Et si on faisait l'inverse, qu'est-ce qui se passerait? On n'a pas je voulais juste dire qu'on n'a pas vraiment la réponse. Et j'attendais pas autre chose de ta part, quelque chose effectivement de très académique et c'est très bien. C'est pour ça que je pense que peut-être que Vanessa et Sephora ont un avis différent. C'est pas une question piège, hein, c'est de voir comment vous voyez les choses sur ce sujet. Donc juste pour être sûr d'avoir compris la question.
Donc, est-ce qu'en arrivant en colère, c'est pas mieux un peu de vite fait faire passer la colère pour être sûr que mon entretien se termine bien? Ouais, ou alors s'il y a un sujet qui fâche avec lequel on veut discuter avec le client, alors même si on parle d'appels entrants en général, mais ça peut aussi être des appels peut-être sortants pour certains ou des appels plus neutres au début. S'il y a une mauvaise nouvelle annoncée au client ou s'il y a un sujet qui fâche avec le client, est-ce qu'il ne vaut pas mieux en parler en début d'entretien et essayer comme ça de le rattraper en fin d'entretien pour qu'il soit satisfait? J'aurais tendance à dire que nos clients sont beaucoup plus avisés qu'on le pense. D'accord. Et c'est très compliqué, en call center en tout cas, de noyer le poisson. D'accord. Parce que oui, on va peut-être réussir sur un appel, mais la seule chose qu'on va générer, c'est du rappel. Donc forcément des coûts supplémentaires, parce que ces appels entrants, on les paye. Le client paye. Et du coup, on va ne faire qu'escalader la situation jusqu'à ce que le client arrive à une résolution de sa problématique. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire que mon conseil serait de réellement adresser son problème du premier coup. Donc, ce qu'on appelle le first contact resolution, pour être simple, c'est de dire, là, j'ai un client colère. Est-ce que j'ai les outils pour l'aider? Sinon, si je ne les ai pas, comment je peux escalader la situation ou trouver une solution? Très bien. Alors, très clair. Quelqu'un apporte un éclairage dans le chat, Jean-Denis, qui dit il faut suivre les 7 points de la communication et laisser le client se déballonner entre guillemets. Ça te parle, ça? Peut-être c'est quelque chose qui arrive dans la vraie vie? Chez nous, en tout cas, on vend des vacances. Donc, les vacances, c'est sujet de stress. Ça a un impact sur les finances des personnes qui partent, des couples, des groupes d'amis. Donc, nous, on n'est pas du tout dans cette politique-là. On est vraiment… après, je repars un peu à la genèse de l'histoire, mais en 2020, il y a 2 ans, on est racheté. On s'engage auprès de nos nouveaux partenaires sur une ambition clé. On fait rentrer des capitaux de façon très compliquée et on s'engage sur 3 piliers. Le RSE, la rénovation et l'expérience client. Donc, nous, ce n'est pas du tout notre politique, au sein du groupe en tout cas, cette stratégie-là, ce n'est pas la nôtre. D'accord. Et vous comprendrez plus tard, on en discutera plus dans le détail, mais en tout cas, moi, mes équipes et nous sur les call centers, ce n'est pas notre fonctionnement. Très clair. Alors justement, parlons-en justement. Donc, les 3 enjeux que tu viens de citer, parmi donc ces 3 enjeux, il y a celui de l'expérience client. Et sur le sujet de l'expérience client, quels sont justement vos enjeux majeurs? Quels sont les sujets les plus importants que vous avez souhaité adresser justement il y a 2 ans quand vous avez fait ce revirement? Nous, on a un groupe quand même ancien. On a 50 ans et plus. Et on sait que dans notre parcours client, on était très cloisonné. Le CRM travaille, le marketing travaille, le call center travaille. Et on se rendait compte qu'on avait un parcours client très déstructuré. Et donc, on a un engagement justement, mais ça paraît bateau, mais chez nous, c'est un gros changement déjà de cohésion d'équipe, de travailler ensemble et justement pour avoir un parcours client de bout en bout le plus fluide possible. D'accord. Si ça va résumer à peu près le changement chez nous. Non, mais bien sûr. Alors justement, par rapport à ce qui nous concerne un peu aujourd'hui, c'est-à-dire la voix du client, parce qu'on parle de la voix du client, qui passe par vos conseillers et donc par vos agents. Justement, par rapport aux agents, vous avez choisi de les responsabiliser, je crois. Tu peux peut-être nous en parler, la responsabilisation des agents, leur autonomie? Donc, déjà, nous, notre partenariat avec Bad Voice, se fait en toute transparence. L'ensemble de nos équipes en interne et en externe ont totalement accès à la solution. Elle est complètement ouverte sur l'ensemble des marques. Et quand on a pris ce sujet de la CISAT en particulier, on s'est rendu compte que les freins collaborateurs étaient peu nombreux. En termes de discours, de posture, on n'avait pas de sujet. Il y a eu un gros travail derrière de l'équipe de Sephora en termes de qualité, mais on n'avait pas de sujet autour du comportement collaborateur, si je puis dire. On a réussi plutôt à identifier des grandes familles de processus qui amenaient le collaborateur à être bloqué.
Le fameux, madame, c'est les conditions générales de vente. Je résume un peu. Et donc, l'idée pour nous, c'était de travailler à donner plus d'autonomie à nos collaborateurs pour pouvoir gérer différentes situations. Aujourd'hui, aucun outil, et je pense qu'on est plutôt assez transparent dans nos métiers, aucun outil sur le marché ne va empêcher une annulation sans frais, par exemple, ou ne va empêcher une modification sans frais. C'est juste une phrase dans des conditions générales qui vont le bloquer. Donc, pourquoi, sur une situation en particulier, je ne donnerai pas de l'autonomie à mes collaborateurs pour qu'ils puissent justement désamorcer la situation? Bien sûr, toujours sur contrôle. On va contrôler le nombre de réductions, le montant accordé, les raisons des réductions, qui sont, pour être honnête, dérisoires. Un client qui n'est pas content, qui va écrire sur les réseaux sociaux, me fera beaucoup plus de mal que moi d'annuler sa réservation sans frais. Donc, on a vraiment beaucoup travaillé sur l'autonomie de nos équipes. D'accord. Alors, et justement, donc, dans la co-construction avec Bad Voice, l'idée, c'était quoi? C'était de digitaliser une partie du process et d'avoir un meilleur suivi de l'écoute et une fois que vous avez travaillé sur la qualité justement de la donnée, la qualité des processus, c'est d'avoir aussi un feedback par rapport aux irritants, par rapport aux problématiques que les clients rencontraient et d'en faire aussi un outil de formation pour vos collaborateurs? Ça, c'est la partie de Sephora. Oui, donc effectivement, Bad Voice, ça nous a permis, parce qu'on travaille avec eux déjà depuis 4 ans, je ne sais plus, 4 ans. Plus, 5, 6, en tout cas depuis très longtemps. Et donc effectivement, l'outil Bad Voice, ça nous a permis non seulement d'analyser le mécontentement client, donc une fois, ça nous a permis d'analyser le mécontentement client, mais aussi de pouvoir le déclencher dans l'heure qui suit. C'est-à-dire que dès qu'on a un mécontentement client, le team leader est alerté et peut tout de suite mettre en pratique des mesures correctives. C'est-à-dire soit rappeler le client pour savoir justement connaître un peu plus sa colère et qu'est-ce qu'on peut faire pour lui. Et dans un premier temps, en tout cas, régler le problème du client dans la journée. Donc, ce qui n'était pas possible auparavant, parce que justement, on n'avait pas Bad Voice. Maintenant qu'on l'a, on l'utilise tous les jours. En tout cas, moi, pour ma part, c'est quand même mon outil de travail. Et également, au niveau de la CSAT, donc du questionnaire de satisfaction, Bad Voice récolte tous les scores de satisfaction. Et aussi, on a un déclencheur qui permet d'envoyer une alerte au team leader en lui disant « Attention, tu as reçu un score inférieur à 6. » Chez nous, c'est inférieur à 6. Et justement, écouter l'appel, mettre des plans d'action et surtout recontacter nos clients. Donc ça, c'est très important de suivre le parcours client concernant justement la satisfaction client qui est au cœur de notre métier. D'accord. Et donc, alors, justement, par rapport à ce qu'on en parlait tout à l'heure de l'émotion, la colère, ça veut dire que quand un appel est détecté qui contient de la colère, vous avez mis en place un process qui est automatique. Et tu peux peut-être nous en parler? Oui. En fait, ce process, la colère, on l'a demandé, c'est une collaboration, mais c'est vraiment une co-construction d'outils. On a demandé la colère, si je me rappelle bien, Eric, au début du Covid. Oui. On a mis un boost, c'était dans la roadmap, mais on a mis un boost parce qu'il fallait qu'on prenne la température de nos clients, c'était urgent. En fait, je ne sais pas si ça a été, je me souviens plus à vrai dire, mais en tout cas, ça a été lancé à peu près pendant le Covid, ou juste, je crois que c'est vraiment pendant le Covid. Ouais. Oui, c'est la première version, je pense, c'était le premier confinement, effectivement. C'est ça. Et l'idée, en fait, c'était de se dire, là, on est plutôt enfermé, on a des règles, c'est gouvernemental, on n'y peut rien, mais comment on arrive à mieux le gérer? Donc, du coup, derrière ça, il y a eu automatiquement ce système de se dire, on a une colère. Déjà, la première chose, c'est analyser s'il y a une CSAT. Donc, cette corrélation, pour nous, elle est hyper importante. C'est de se dire, j'ai un client qui est arrivé en colère. Est-ce que j'arrive à déclencher de la CSAT positive à la fin? Qui me dirait que j'ai résolu son problème. Si je n'ai pas de CSAT ou que j'ai une CSAT négative, c'est le même système qu'un appel sans colère. Ça rentre dans une boucle d'alerting vers le team leader dédié qui va dire « Hop, tu as de la colère, je n'ai pas de CSAT ou j'ai une CSAT négative » et il y a une analyse derrière.
Donc, l'idée, c'est vraiment toutes les semaines, Sephora sur ses instances, de suivre le pourcentage d'appels colère par call center et de regarder que chacune des alertes qui a été envoyée est bien clôturée avec une action derrière. Super, super clair. Alors, justement, je pense que ce que tout le monde attend comme question maintenant, et comme information, c'est quelle est l'évolution? C'est-à-dire entre… et qu'est-ce que vous avez fait de ces informations? Déjà, je vais vous donner les chiffres clés. Donc, on les a bien. Donc, on a commencé avec une CSAT autour de 7,9 à peu près. Sur 9. Sur 9. Et aujourd'hui, on a 8,7 en moyenne. Donc, c'est quand même pour nous une grande satisfaction. Ensuite, sur le taux de retour, on a débuté entre 20 et 25% au niveau du taux de retour. On a beaucoup travaillé là-dessus. Et aujourd'hui, on est autour de 50% en moyenne et on a atteint honnêtement les 60%. Ensuite, on a aussi le taux de transfert, donc qui est aussi très important. Donc pareil, ça c'est autour de 60% à 70%. Et on travaille là-dessus chaque semaine sur les instances qualité, enfin les coproductions. Et sur le taux de colère, juste pour un exemple aussi, on était aux alentours de 6 à 9, entre 6 et 9%. 6 et 9%. Donc ça varie par rapport aux périodes. Et aujourd'hui, on est autour de 2 à 3%. Donc pour nous, c'est quand même une grande victoire. Et on a beaucoup travaillé en collaboration avec Eric et toute son équipe pour justement mettre des plans d'action très rapides. Et on voit que ça fonctionne. On a mis des procédures, comme disait Vanessa, avec nos collaborateurs, enfin nos team leaders, les formateurs, etc., mettre en place des plans d'action très rapides concernant, par exemple, le process, le discours, qui est très, très important lors d'un appel colère. Et donc, tout ça aussi pour le First Contact Resolution. Donc, c'est aussi très important parce que Bad Voice aussi analyse la réitération des appels. Donc, on était autour de 72%. Et aujourd'hui, on est autour de 80%. Donc, on a des très, très bons résultats. Et on est très contents. Et juste pour Julie, le taux de transfert, c'est le volume d'appels qu'un collaborateur transfère vers la CSAT. Exact. Donc, le problème, c'est que moi, quand je voyais le chiffre de taux de retour augmenter, je me disais, mais 50%, ça me paraît quand même énorme. Et quand on va regarder et qu'on trouve qu'il n'y a que 50% d'appels transférés vers la CSAT, ça ne me donne pas la même image de mon score ni de mon taux de transfert. C'est ça. Donc, le deuxième axe de travail, ça a été de pousser le taux de transfert. Et ça, aujourd'hui, c'est automatiquement détectable avec Bad Voice dans le sens où Bad Voice va me dire dans quelle interaction la CSAT a été proposée. Donc ça, je peux le suivre aussi automatiquement. Et plutôt que de travailler la note ou le taux de retour, il y a eu une période où on a travaillé que le taux de transfert. Parce que le score plus le taux de retour, le taux de retour va valider la note CSAT, mais il faut qu'un taux de transfert soit aussi représentatif. Tout à fait. Parce qu'effectivement, c'est important de le dire pour les personnes qui sont connectées, qui ne sont peut-être pas au fait de ça, mais l'agent, le conseiller, a la possibilité ou non, c'est votre choix en tout cas, ce n'est pas le cas de tous les CRC, de toutes les entreprises, d'envoyer l'étude CSAT ou non à son client final. Mais la contrepartie, c'est effectivement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire après, il va avoir un taux qui va être regardé de très près par l'entreprise, c'est-à-dire pourquoi tu n'as pas envoyé la demande de CSAT. Donc, ce n'est pas aussi facile que ça. Ce n'est pas aussi facile de dire que je mets sous le tapis et ça ira bien. Oui. Et grâce à Bad Voice, justement, ce qui est sous le tapis, vous le voyez finalement. Tout ça s'est fait un peu en parallèle parce qu'en leur donnant plus d'autonomie, forcément, ils ont tous les outils, du moins presque tous les outils, parce qu'il y a encore des choses qui arrivent, mais ils ont presque tous les outils pour gérer du conflit. Donc, il n'y a aucune raison pour eux, à 2023 septembre, aujourd'hui, de dire cet appel, je ne vais pas le transférer. Surtout qu'en outsourcing, il y a aussi un modèle de rémunération sur des indicateurs qui sont décidés par les outsourceurs. Ce n'est pas le cas pour nous en interne, mais sur nos équipes outsourcing, les indicateurs qualité font partie d'une rémunération bonus qualité. Donc, il n'y a aucun intérêt aujourd'hui, du moins en outsourcing, pour un vendeur de tricher, si je puis le dire comme ça. Oui, et puis ça va dans le sens aussi de la responsabilisation et de l'autonomie que vous donnez aux agents. Exactement. Ils gèrent leur… Alors, il y a une remarque dans le chat de Grégory Duquesne qui dit que l'explication est très claire. Merci pour l'intérêt opérationnel que ça apporte justement pour
pour la compréhension Donc en gros, ce qu'on dit là, c'est que finalement, la donnée et la façon dont elle est traitée par l'IA et la façon dont elle est transférée vis-à-vis de vous, c'est quelque chose qui devient un outil de prise de décision pour que vous puissiez réorienter vos collaborateurs. La formation, justement, est-ce que c'est quelque chose qui, peut-être nous ont parlé un petit peu, est-ce que ça influe aussi sur la formation de vos collaborateurs, tous ces éléments? Ça influe sur le parcours de formation continue. Dans le sens où aujourd'hui, on n'a pas trop touché le module de formation initiale parce que c'est les bases, mais on sait qu'un collaborateur, 3 mois après être arrivé, il aura besoin d'un push sur un process ou un autre qu'il va découvrir sur les 3 premiers mois et sur lesquels on devra venir renforcer. Donc, on est plutôt sur de la formation continue. On n'a pas bougé notre formation initiale, mais l'ensemble des constats qu'on fait, l'ensemble des besoins qu'on a, nous, une fois qu'on a récupéré la donnée de l'insatisfaction et décidé de mettre en place des choses, ça se fait avec l'équipe formation et coaching. Très bien. Après, nous, on est des équipes, on est très mobiles, on est quasiment tout le temps sur nos sites. Donc, l'idée d'être sur une amélioration continue, une formation continue en tout cas, nous paraissait plus intéressante que de grossir notre formation initiale. Ça faisait beaucoup trop pour un collaborateur qui venait d'arriver. C'est très clair. Okay, c'est très clair. Parfait. Mais merci pour la précision. Alors, maintenant, si on parle… alors, on va voir un peu où vous en êtes par rapport à l'upsell et au cross-sell. Est-ce que c'est quelque chose que vous suivez? Et est-ce que l'IA vous aide à optimiser ou à améliorer? Ou est-ce que c'est encore quelque chose qui est du domaine du futur? Est-ce que pour l'instant, vous en êtes où sur l'upsell et le cross-sell? Déjà, ça nous permet de détecter quand c'est fait ou pas. Si je ne me trompe pas, Eric Bolo. Donc ça, c'est intéressant. Oui, mais c'est intéressant que tu en parles justement avant d'aller plus loin là-dessus. Ouais. Parce qu'on a réussi, en travaillant avec Bad Voice, à trouver le bon wording et les bons mots-clés pour se dire, à ce moment-là, je fais de l'upsell ou je fais du cross-sell. Mais aussi, ça nous aide à travailler la proposition, la façon dont c'est emmené. Ça, c'est plutôt côté Sephora, de notre efficacité commerciale. Parce que des fois, c'est fait, c'est maladroit, c'est juste… ce que nous, on appelle de la vente McDo et des frites et une boisson et. Donc, ça nous aide aussi juste en script à voir la façon dont c'est emmené et la façon dont c'est proposé. Et après, sur les chiffres, on est autour de, sur un chiffre d'affaires d'un booking, on est autour de 15 à 20% de vente additionnelle qui correspondent à de la vente additionnelle pure. On a un objectif à 18%. Toujours plus. Mais voilà, on est autour de 15% de chiffre d'affaires qui représente de la vente additionnelle sur un booking. D'accord. Donc là, ce que vous permet de faire l'écoute au travers de Bad Voice et de l'IA, c'est que vous faites une corrélation entre vous confirmez qu'il y a eu upsell aussi par la détection de ce qui s'est dit dans le call, c'est ça? Exactement. Et après, les chiffres que Sephora vous a donnés, on n'était pas que sur des appels de vente, mais il y a eu énormément de travail, que ce soit sur le FCR, la CSAT, le discours, l'efficacité commerciale. Et notre CSAT sur nos appels purement vente est bien meilleur que notre CSAT global. D'accord. Parce qu'il y a vraiment… Excuse-moi, Eric. Pardon, Vanessa. Oui, non, j'allais dire, effectivement, en général, l'approche… quand on aborde un problème ou un défi, que ce soit le cross-sell ou l'upsell, c'est déjà de s'assurer qu'on comprend ce qui se passe dans les appels, qu'on n'est pas aveugle, qu'on a une compréhension. Par exemple, on peut avoir une file appel dans laquelle, en réalité, un fort pourcentage des appels ne sont pas des appels de vente. À l'inverse, on peut avoir des appels de vente qui se retrouvent dans d'autres files. Donc, la première question, c'est déjà détecter les appels qui sont réellement des appels de vente et détecter aussi les motifs de l'appel. Tout ça va permettre de qualifier l'information et l'action. Il y a un module dédié à l'action et l'idée, c'est de mettre en place ce cercle virtueux que PVCP a mis en place. On analyse d'abord
et on met l'action. Mais souvent, l'analyse, ça prend du temps. Il faut développer des algorithmes, il faut entraîner ces algorithmes. Souvent, ça passe par de la notation humaine en volume assez important. Voilà, je voulais juste insister sur cette partie-là. Donc, cette qualification-là, comment elle se fait? Vanessa a mentionné des mots-clés, mais il y a aussi d'autres approches quand les mots-clés ne suffisent pas. Par exemple, on a rencontré ce problème avec Pierre et Vacances, annulation. Si je dis annulation, est-ce que j'ai appelé pour annuler? Évidemment, non. Et donc, c'est un cas où les mots-clés seuls ne suffisent pas. Et c'est là que l'IA intervient, parce qu'il permet de faire une analyse plus fine et de plus en plus fine du contenu linguistique et donc du contenu de l'appel, et donc de pouvoir discriminer avec l'aide des annotations humaines. Souvent, il ne faut pas oublier que très souvent, il y a un humain aussi. Ces machines, elles n'apprennent pas toutes seules. Enfin, parfois, elles le font, c'est l'apprentissage autosupervisé, mais on fait aussi beaucoup de supervisé. Et donc, dans certains cas, comme les motifs d'appel, comme la détection des appels de vente, on fait appel à des méthodes plus sophistiquées de machine learning. Mais après, ce qui est important aussi, Eric, je pense d'ajouter, c'est Bad Voice va juste venir, pour la prod, dégager du temps. Aujourd'hui, on a énormément, moi je me rappelle, ça fait au moins 20 ans que je suis dans les call centers, on a énormément de superviseurs qui passent 80% de leur temps devant un ordinateur pour analyser, pour chercher, pour faire de la data, etc. Aujourd'hui, Bad Voice permet aux superviseurs, du moins les nôtres, de ne pas avoir ce travail d'aller chercher l'information. Bad Voice leur donne une photo en disant voilà le constat, voilà ta CSAT, voilà ton nombre de réitérations d'appels, voilà tes appels colères et les topics associés, etc. Donc, après, c'est juste une histoire de priorisation, de décider des actions par collaborateur, par marque, etc. Mais ça donne aux superviseurs du temps à passer sur le terrain, à pas faire du reporting, de l'analyse, etc. Et ça, pour nous, c'était capital d'avoir un outil qui remette le superviseur dans son vrai métier, celui qui est d'accompagner les équipes sur le terrain. C'est super intéressant ce que tu dis là. Ça veut dire que là où certaines personnes peuvent avoir des craintes sur l'IA qui remplace un jour les hommes, vous, votre choix aujourd'hui, je ne sais pas s'il arrivera, ça arrivera un jour ou l'autre, mais aujourd'hui, votre choix et l'usage que vous faites de l'IA, c'est que l'IA est un outil d'aide pour améliorer le quotidien des collaborateurs et qu'il soit utilisé à des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et là, dans le cas présent de celui des superviseurs, c'est la réalité du quotidien. Je pense que ma roadmap avec Bad Voice, elle va jusqu'en 2028. mais pour nous, on en veut plus. On en veut plus parce que c'est une façon de travailler, du moins pour nous, intelligemment. Parce qu'on est très vite perdu dans des priorités qui n'en sont pas vraiment, etc. Et du coup, nous, on travaille mieux en tout cas. Je comprends. Excuse-moi Vanessa, je reviens à toi dans une seconde. Qui voulait parler? C'était Mohamed, je crois, ou Mohamed. Non, je voulais juste dire en fait que ce qu'on fait et là dans ce travail-là, mais globalement à Bad Voice, mais aussi plus généralement avec la communauté sur ces travaux-là, c'est souvent on appelle ça de l'imagerie un peu comportementale. C'est comme si on prenait une radio finalement et on montre seulement, mais la décision. Finalement, il y a pas de décision. En réalité, c'est juste une remontée d'informations et la décision, elle revient aux experts, c'est-à-dire à vous, Vanessa, Sephora et autres, d'exploiter ces données-là. Je pense que pour les mêmes données, il y aura peut-être des décisions différentes, peut-être des stratégies différentes. Tu as raison. Et c'est intéressant par rapport à ça, justement, si je reviens à toi, Vanessa et Sephora. La voix du client, c'est quelque chose que vous avez donc remis au milieu de la table, si je peux un peu imaginer la chose comme ça. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ta division, sur comment tu as vu évoluer la position de ta division au sein de la société et au sein des décisions stratégiques, et comment la voix du client est devenue elle a été mise vraiment pour de vrai, pour le coup, et c'est pas un effet d'annonce ou un effet marketing au centre de la table et des préoccupations de la direction générale.
Moi, j'ai vu un changement. En fait, nous, on a toujours communiqué au niveau du call center nos résultats. Mais j'ai vraiment vu, enfin, il y a eu un effet de mode, excusez-moi du terme, voix du client, on entendait partout, qui voulait dire tout et n'importe quoi. Et du coup, chez nous, déjà, il a fallu qu'on l'apprivoise. Parce qu'on ne voulait pas allumer des feux dans tous les sens, à dire les clients, ils ne sont pas contents parce que ça n'arrête pas de parler d'annulation. Enfin, on a pris du temps pour la poser chez nous avant de commencer à déclencher des actions. C'est vrai qu'on a eu la chance de notre côté d'être suivi par Grégory Sion à l'époque, qui est aujourd'hui le directeur Pierre et Vacances, qui a vraiment cru en la solution à ce qu'on voulait en faire. Et on a très rapidement, une fois que c'était clair pour nous, on a très rapidement pu prendre des décisions. Aujourd'hui, notre CISAT, notre FCR, ça fait partie d'une newsletter, ça tourne. Ça a remis un peu le call center au centre, je ne vais pas dire au centre des décisions, ce serait un peu coquille de ma part, ce serait un peu prétentieux, mais ça nous a un peu remis, voilà, nous, on les entend toute la journée, les clients. Donc, en fait, ça nous a légitimisé, voilà, c'est le bon terme que je cherchais, ça a un peu légitimisé le call center à dire, on va décider typiquement de rénover Belle-Dune l'hiver prochain. Est-ce que c'est quelque chose dont on parle? Oui, on en parle peut-être dans les avis, mais est-ce qu'on a des clients qui sont réticents à réserver aujourd'hui parce que la résidence n'est pas rénovée? Et là-dessus, on est de plus en plus consulté sur des choses un peu stratégiques. En plus des avis Google, parce que nous, on les suit, parce qu'il faut les suivre, mais tout ce qui est avis et réseaux sociaux, on est quand même un peu en attente, se disant, est-ce que tout le monde qui vient, est-ce que c'est vraiment, à chaque fois, est-ce que c'est légitime d'être sanctionné parce qu'il manquait 3 fourchettes dans ma résidence? Voilà, on est un peu dubitatif là-dessus. Mais plutôt le client qui veut venir ou le client qui est en train de vouloir réserver, qu'est-ce qu'il recherche? Est-ce qu'une rénovation ou un nouveau document de voyage ou une nouvelle confirmation, une nouvelle facture, est-ce que c'est clair? Est-ce que déjà, à partir de ce moment-là, on a les bonnes actions dans les bonnes équipes? Très clair. Ça veut dire qu'aujourd'hui, certaines décisions, quand elles sont prises, on se retourne vers Vanessa ou la division du centre d'appel en disant « Ok, et que dit le client là-dessus? Est-ce qu'on a des remontées ?» Et donc, elles sont vraiment prises en compte, pas en temps réel, mais presque par la direction avant de prendre une décision. Oui, parce qu'on a des volumes. Aujourd'hui, en plus même de Bad Voice, on a des gens qui viennent s'asseoir sur le call center du marketing de CRM et qui mettent un casque et qui écoutent pendant une demi-journée. Et à ta demande, Vanessa, j'ajouterais qu'on a aussi ajouté des utilisateurs de Bad Voice qui sont en dehors du périmètre call center. Par exemple, qui appartiennent à l'équipe site web ou marketing. Chez nous, le web, le CRM, le marketing, la directrice com, tout le monde en interne qui veut s'identifier, qui veut avoir accès à la solution, elle est totalement ouverte, on n'a rien à cacher, on n'est pas parfait, on a des collaborateurs qui ne sont pas tous hyper bons, mais ce n'est pas grave. On ouvre la solution et tout le monde peut venir écouter et prendre ce qu'il a envie de prendre comme il veut, oui. Non, mais c'est très clair. Alors, on a ce sujet, justement, on ne va peut-être pas le déflorer maintenant, mais le 20 octobre, on fait une conférence, justement, sur le ROI de l'intelligence client, où on va peut-être aller encore plus dans le détail de l'intérêt d'avoir, justement, embarqué toutes les équipes. Et on aura également avec toi, Laurence de NJ, qui développe la solution et qui va apporter son pierre à l'édifice sur l'expérience qu'elle a sur Bad Voice et sur justement la capacité d'embarquer les équipes juridiques, les équipes commerciales, les équipes marketing, pour qu'elles puissent aussi, dans leur réflexion, bien écouter les retours du client et les retours du terrain pour pouvoir ensuite en faire des décisions qui soient utiles pour l'entreprise. Mais voilà, je pense que là, on a fait un tour assez complet de la solution. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez ajouter, peut-être Vanessa et Sephora, sur l'usage ou sur… Non, peut-être sur le futur, je pense que c'est important de dire que j'ai parlé d'une roadmap qui est assez longue, mais quand on veut parler collaboration et responsabilisation, dans le futur, nous, on imagine aussi ouvrir la solution à nos collaborateurs. J'ai un projet avec Eric
depuis quelques années, mais il n'est pas clair dans ma tête, donc c'est compliqué pour moi de le mettre clair sur la solution. C'est une gamification. J'aimerais qu'un collaborateur il puisse voir sa CSAT évoluer dans la journée, voir son ranking versus la personne à côté de lui, qu'il puisse se dire ah bah tiens, j'ai ce client avec qui je viens de raccrocher qui a rappelé qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai bien fait. Il y a cette brique collaborateur que je voudrais construire qui est pas très très claire dans ma tête, j'avoue. Ouais. Mais c'est un de mes prochains bébés que j'aimerais bien co-construire avec les équipes Bad Voice. Parce que je pense que c'est complètement dans notre roadmap. J'aimerais peut-être étendre ça en disant déjà l'objectif, on le partage, il est clair. C'est aujourd'hui, Bad Voice AI sert essentiellement à l'aspect management et à différents départements, mais le conseiller interagit finalement pas ou peu avec la solution. Et l'idée, c'est que la solution lui serve et pas uniquement à son team leader ou au chef du plateau, etc. Et comment le faire? Donc, tu as évoqué la gamification, c'est effectivement une voie. Il y a en fait plein de choses qui peuvent être faites. On peut même se projeter dans l'avenir avec potentiellement un assistant en temps réel qui aiderait le conseiller à trouver les bonnes informations très rapidement à partir du discours du client, qui va aider à chercher les offres qui sont le plus adaptées et qui va aider, mais absolument pas, en tout cas dans notre vision, remplacer le conseiller. Et l'idée en général, enfin voilà, l'approche globale, c'est pas de remplacer des rôles, c'est de voir qu'est-ce qui peut être fait avec l'IA qui n'était pas fait. C'est pas d'automatiser ce qui était déjà fait, c'est plus de voir ce qui est possible de faire, qui n'était pas possible de faire sans l'IA. Et dans les années 90, on n'avait aucune capacité de ça. En plus, les coûts de stockage, etc., étaient assez élevés. Donc en fait, on avait des indicateurs de performance qui se résumaient à quelques chiffres. La durée moyenne, combien de clients j'ai enchaîné dans la journée. Vous voyez bien que ce n'est pas le genre d'indicateur qui va inciter à une relation forcément très saine. Et c'est pas forcément. Donc c'est une approche très basée sur les coûts. Et clairement, PVCP est pionnier et a été très audacieux de faire l'aventure avec nous parce que quand on a commencé avec eux, c'était quasiment page blanche. Voilà, donc j'en profite pour les remercier encore une fois. Et grâce à vous, l'année dernière, on a été élu service client de l'année. Merci. Ouais, bravo. C'est d'abord grâce à vous. C'est d'abord grâce à vous. Et nous, on a été contributeurs à notre humble niveau pour vous aider. Mais c'est d'abord grâce à vous. Bravo encore à vous. Alors, on va peut-être passer aux questions. Alors, il y a eu une question tout à l'heure de la part d'Alexandre encore sur le NPS. On a toujours cette ambivalence entre le CSAT et le NPS. Il y a des défenseur du NPS, des défenseurs du CSAT, ceux qui aiment les deux, et donc qui demandent si on a fait une étude sur le NPS. Donc, ce n'est pas le cas. Mohamed et Eric, je crois que vous pouvez confirmer, mais Eric l'a confirmé dans le... Je le confirme, mais j'ajoute que c'est un sujet complètement intéressant et valide, et je pense que ce serait super d'approfondir, de peut-être faire une étude follow-up. Mais il faut avoir cette donnée, il faut la constituer. Et je pense pas que Pierre et Vacances, vous faites des campagnes NPS. Ou est-ce que je me trompe? C'est quelque chose qu'on a fait. On a un NPS, excuse-moi, on a un gros objectif NPS, plus 30%, plus 30 points d'ici 2026, il est très clair. Mais après, je pense qu'il faut remettre les choses, l'église au milieu du village, si je puis dire. Le NPS, c'est vraiment un score de recommandation de marque. La CSAT, c'est vraiment, j'ai parlé à quelqu'un, comment j'évalue l'interaction. Donc, c'est deux indicateurs qu'on ne peut pas vraiment... c'est pas parce que le client m'a parlé que ça s'est mal passé, qu'il y a eu de la colère, que son séjour va pas bien se passer et qu'il va pas recommander Pierre et Vacances. Enfin, on a essayé. Hein. Nous, on a essayé de croiser les deux et de se dire est-ce que quand il nous parle, le NPS, il est meilleur ou pas, etc. C'est compliqué. Donc, on n'y est pas allé. Et je pense pas qu'on ira. Là, on regarde plutôt la proportion
de clients promoteurs, entre guillemets, parce qu'on a une CISAT 8 et 9 qui reste quand même beaucoup plus importante que du 5-6 ou du en dessous de 5. On regarde les proportions, mais on ne l'appellera pas NPS. On ne mettra pas un score à 30, à 10, à moins 5, parce qu'on n'est vraiment pas du tout sur de la promotion marque, mais plutôt sur un service et sur le coup, sur un appel. Ok, c'est très clair. C'est très clair. Merci, Vanessa. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Si oui, on va pouvoir y répondre. Voilà, il y a eu effectivement des réponses qui ont été faites. Et pendant ce temps-là, si Eric, Mohamed, vous avez également des choses à ajouter, n'hésitez pas avant qu'on fasse la fin de la réunion. Oui, on a un peu répondu au fur et à mesure. Ouais, on a répondu, je pense, au fur et à mesure. Oui. Voilà. Alors, avant de donc, du coup, sauf si des questions arrivent, mais avant de remercier tout le monde, juste, bien évidemment, ceux qui sont intéressés par l'étude, vous avez le lien qui est dans le chat. Vous pouvez la récupérer en français, en anglais, je crois. Je ne sais pas si on ne va pas aussi renvoyer un mail après, Consuelo, à tous les participants, peut-être avec un lien. Oui. Après, de façon générale, moi, j'invite toujours tout le monde à prendre contact avec nous si vous souhaitez avoir voilà, des présentations, de la documentation, des contacts, une prise de contact, n'hésitez pas. Je rappelle que la séance d'aujourd'hui est enregistrée, donc elle sera disponible dans la chaîne YouTube que je viens de mettre dans la messagerie. Donc, elle sera disponible demain, je pense. Super. Pour être revue. Elle sera aussi sur les sites du Voice Lab et de Francia. Je laisse aussi dans la messagerie donc, le mail de contact du Voice Lab. N'hésitez pas, comme ça on pourra vous envoyer selon vos besoins super. Contact, adresse email, etc. Merci beaucoup, Consuelo. Donc rendez-vous le 20 octobre aussi, je vous le rappelle, où on a une conférence dans Paris, en physique. Ça fait du bien aussi de se retrouver et pas d'être toujours à distance, qui parlera donc d'IA et d'intelligence client. N'hésitez pas. Et puis, merci à tous nos interlocuteurs du jour. Merci à Vanessa et à Sephora de votre présence. Merci encore. Et bravo pour la performance que vous avez réalisée l'année dernière. Merci aussi à Mohamed et Eric pour leur apport et pour l'étude qu'ils nous ont partagée. Et puis, j'espère qu'on pourra continuer dans d'autres calls bientôt à en reparler. Et puis, merci à toi, Conto, pour l'organisation de main de maître que tu as faite pour cet événement. Merci à vous et merci à tous ceux qui ont pu se connecter. Donc, je répète, n'hésitez pas. Voilà, tout ce qu'il vous faut est dans la messagerie. Où vous pouvez venir sur notre site et vous trouverez les adresses mail à contacter. C'est parfait. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et à bientôt sur le cycle de la voix. Au revoir. Et je ferme la session. OK. Je vois toujours là. Oui, je pars de suite. Ouais. À bientôt. Merci.